Si vous êtes cadre confortablement coincé dans votre entreprise, peut-être dans ce qu'on appelle une prison dorée ou une cage dorée, cette vidéo est faite pour vous. Peut-être que vous êtes bien payé, vous êtes respecté, vous avez acquis un statut depuis 10, 15, parfois 20 ans, parfois 30 années. Mais au fond de vous, vous savez que ce chapitre de votre carrière touche à sa fin. Simplement, vous refusez de faire l'erreur que font beaucoup de cadres en tournant la page. Démissionner et partir sans rien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ, certifié à Harvard et fondateur de rupturepro.com. Vous m'avez peut-être vu passer sur BFM. Mais au départ, j'étais simplement un cadre qui cherchait une porte de sortie. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'ai appris au cours de ma carrière, notamment à travers ma propre négociation de départ. Mais surtout, ce que j'ai appris après 5 ans et près de 4000 consultations confidentielles avec des cadres. Donc ce ne sera pas une simple anecdote personnelle. Non, c'est le croisement de centaines de récits entendus au fil de 5 ans d'études de cas. Imaginez un peu. 5 années à écouter des histoires complexes, des relations paradoxales, des collègues qui se tirent dans les pattes, des RH qui vous la mettent à l'envers, si je puis dire, des promesses non tenues. 5 ans de dilemmes organisationnels. Alors à un moment, des schémas apparaissent, des récurrences deviennent évidentes. Et si on ne les voit pas, il faudrait peut-être que je change de métier. Autrement dit, les coulisses des négociations de départ, ou ce que les RH ne vous avoueront jamais. Et on va commencer par une première leçon fondamentale. Dans une négociation de départ, le problème n'est pas juridique, il est politique. C'est d'ailleurs ce que décrit très bien Didier Bille dans DRH, la machine à broyer. Les décisions RH sont rarement purement juridiques. Elles sont d'abord politiques, internes et surtout liées à des enjeux d'influence. Ou, si je devais le dire autrement, la négociation ne se gagne pas avec des arguments ni avec la menace d'un contentieux, mais bien avec des leviers. Et pour vous l'expliquer, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un ancien collègue. Je me souviens très bien de ce collègue, Bertrand. Techniquement, il était très solide, probablement l'un des meilleurs dans son domaine. Mais il avait un problème avec son manager. Il était convaincu qu'elle ne comprenait pas son travail et qu'elle bloquait certaines décisions importantes. Un week-end, il décide de préparer un tableau Excel très détaillé. Parce que selon lui, son analyse permettrait à l'entreprise de faire des économies importantes sur un projet. Alors le lundi matin, il envoie directement un email au N+2, pas à sa manager, directement au-dessus. Dans sa tête, il agit pour le bien de l'entreprise. Mais dans une organisation, ce geste est interprété très différemment. Sa manager découvre l'email. Pour elle, Bertrand vient de court-circuiter son autorité. Et d'ailleurs, Cynthia Shapiro l'explique très clairement dans Corporate Confidential. Dans une entreprise, contourner son manager est perçu comme un acte politique, pas comme une bonne intention. Le N+2, qui a reçu le mail, lui, ne comprend pas vraiment l'histoire. Il connaît peu Bertrand et fait naturellement confiance à la manager qu'il a lui-même recrutée. Donc il l'appelle. Elle répond simplement « Ne t'en occupe pas, je gère ». Et à partir de ce moment-là, le dossier est plié. Bertrand, il est convoqué, la relation se dégrade, la tension monte, et quelques mois plus tard, Bertrand veut quitter l'entreprise et tente de négocier un départ. Mais là, il est déjà trop tard. Sa manager n'a aucune raison de l'aider. La DRH ne le connaît qu'à travers ses évaluations, et bien entendu, l'avis de sa manager. Donc le résultat est le suivant, aucune négociation. La situation devient trop difficile, et Bertrand finit par démissionner. Dans une entreprise, la hiérarchie n'est pas seulement une structure administrative, c'est vraiment un équilibre politique. Donc court-circuiter son N+1 est presque toujours interprété comme une remise en cause de son autorité. Et à partir de ce moment-là, vous perdez souvent votre seul interlocuteur capable de défendre votre dossier. Et beaucoup de cadres pensent que la solution est de remonter le problème plus haut. Mais c'est presque toujours une erreur. Vous ne devez pas faire ça. Dans une négociation de départ, votre objectif n'est pas de gagner un débat. Votre objectif est de préserver des alliés dans l'organisation. Respecter la chaîne hiérarchique ne veut pas dire se soumettre. Cela veut dire comprendre où se trouve réellement le pouvoir et la faiblesse.
Et dans beaucoup de cas, la personne la plus sensible à votre situation n'est pas la DRH, c'est votre responsable direct. Et quelque chose que vous devez savoir maintenant, c'est que négocier avec la personne qui a le plus à perdre est extrêmement important. Lors de ma première négociation de départ, il y a déjà plus de 10 ans, je pensais que la discussion allait se faire naturellement avec les ressources humaines. Après tout, c'est leur rôle, direz-vous. Et dans beaucoup d'entreprises, quand un salarié doit partir, le manager transfère immédiatement le dossier au DRH. Donc, officiellement, cela permet de suivre un processus propre. Mais en réalité, cela sert souvent à une chose: éloigner le manager du problème. Un DRH est formé pour ce type de situation. Il connaît les procédures, il parle au nom de l'entreprise et surtout il cherche généralement à régler le dossier au minimum acceptable juridiquement. Autrement dit, il n'a pas pris la décision de vous écarter, il n'a aucune relation personnelle avec vous et surtout, il n'a pas de raison particulière de vous faire une concession. A l'inverse, votre manager est dans une position très différente. C'est souvent lui qui a contribué à la décision de la séparation. Et avec le temps, vous avez quand même construit avec lui une relation professionnelle et humaine. Et surtout, une mauvaise gestion de votre départ peut l'exposer personnellement, que ce soit en interne, vis-à-vis de ses équipes, vis-à-vis de sa propre hiérarchie. Autrement dit, contrairement à ce que l'on croit souvent, le manager est souvent le maillon le plus fragile de la négociation. Et dans beaucoup de cas, c'est aussi lui qui détient le budget de votre indemnité. Dans une négociation de départ, tout le monde pense qu'il faut parler au DRH. Mais le DRH est rarement le bon interlocuteur. Le DRH applique un cadre, protège l'entreprise, propose souvent un minimum. Le manager, lui, a pris la décision, donc il veut éviter un conflit direct. Il reste forcément sensible à l'image, à la relation et aux conséquences internes que ça va avoir. Donc si vous négociez votre départ, ne vous posez pas seulement la question « Qui est mon interlocuteur officiel ?» Posez-vous plutôt cette question: qui a le plus intérêt à régler mon dossier rapidement et sans faire de vagues? Dans beaucoup d'entreprises, la réponse n'est pas la DRH. C'est votre responsable hiérarchique, le N+1. En négociation, on dit souvent, comme vous pouvez le retrouver dans Getting to Yes de Hurry and Fisher, en négociation, on dit qu'il faut identifier les véritables intérêts des parties, le sous-jacent, et non les rôles officiels. Et dans une entreprise, ces intérêts sont rarement du côté des RH. Quand je suis revenu en France, après plusieurs années à l'étranger, j'ai découvert quelque chose qui m'a profondément marqué. Autour de moi, beaucoup de collègues se plaignaient. Ils parlaient du manque de reconnaissance, de décisions absurdes, de hiérarchie politique, mais personne ne partait. On se plaignait, mais on restait. Toujours la même phrase: « Ouais, mais un jour, à Malric, moi aussi, je partirai, tu verras. » Et ils pensaient en fait qu'il n'existait que deux options: rester ou démissionner. En fait, c'était une croyance collective. Et moi, je n'avais pas envie de me réveiller dans 15 ans et devenir l'un d'entre eux. Alors j'ai commencé à chercher une troisième voie, une sortie stratégique, avec un filet de sécurité, avec un chèque de départ. Mais cette conviction a été testée pendant 9 mois. Pendant 9 mois, j'ai vécu toutes les étapes d'une négociation de sortie. Et je ne pouvais pas me planter. J'avais moi aussi besoin de ce filet de sécurité. J'avais femme et enfants, j'avais un crédit. Et au début, on vous donne plus de travail pour tester votre réaction. Puis on vous propose des opportunités internes pour vous garder. Ensuite, on vous dit de rester au chaud, le temps de trouver peut-être ailleurs. Reste là, tranquillement. Puis viennent les réunions, les cafés, les calls interminables. Et quand la discussion devient sérieuse, on vous dit « mais en fait, tu peux démissionner si tu n'es pas satisfait ». Puis arrive la négociation financière. Voilà, c'est déjà une chance ce qu'on t'offre. C'est à prendre ou à laisser en quelque sorte. Mais quand on arrive à ce stade, cela signifie une chose. L'entreprise a aussi intérêt à trouver une solution. Et finalement, la signature, la fermeture du débat, le moment où l'on comprend que la résilience paye. Vous allez me demander qu'est-ce qui a été le plus marquant? Eh bien, c'est le jour où j'ai annoncé mon départ. J'ai croisé 3 collègues en l'espace d'un quart d'heure. Tous m'ont dit la même chose. Un jour, moi aussi, je partirai. À ce moment-là, j'ai compris que ma décision était la bonne. La plupart des cadres pensent qu'il n'existe que 2 options, rester ou démissionner. Mais en fait, c'est faux. Refusez cette alternative.
Il existe une troisième voie, la négociation. Mais une erreur très fréquente consiste à révéler trop tôt ses intentions, demander directement une rupture, dire qu'on veut partir ou annoncer qu'on cherche une sortie. Mais bien, tout ça, ça affaiblit immédiatement votre position. Dans une négociation, celui qui demande se met en position de faiblesse. La bonne approche consiste à ne jamais dévoiler vos intentions trop tôt, mais à créer progressivement les conditions pour que l'entreprise elle-même évoque la séparation. Donc si vous sentez que votre cycle dans l'entreprise est terminé, que vous n'êtes plus inspiré par votre environnement, mais que vous ne voulez pas partir sans sécurité financière, alors l'erreur la plus fréquente est d'agir trop vite. Beaucoup trop de cadres font deux erreurs. Démissionner impulsivement et demander directement une rupture. Dans les deux cas, vous perdez immédiatement votre levier de négociation. Parce que les négociations, en fait, se gagnent avant d'avoir atteint la table des négociations. Quand je suis revenu au siège social, après plusieurs années à l'étranger, eh bien, j'ai commencé à observer quelque chose aussi d'étrange. Autour de moi, beaucoup de cadres, comme je vous le disais, étaient fatigués, ils étaient désalignés, ils étaient peut-être frustrés. Et ils attendaient un moment idéal. Vous savez, cette espèce d'alignement des planètes qui ne venait jamais pour passer à l'action. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose fondamentale. En fait, dans une entreprise, les négociations n'arrivent jamais au hasard et jamais par hasard. En fait, elles apparaissent dans ce qu'on peut appeler les fenêtres de négociation. Ce sont des moments où les intérêts de l'entreprise et du salarié peuvent s'aligner. Mais ces fenêtres sont souvent invisibles pour ceux qui restent tête dans le guidon. Pourtant, les signaux sont souvent déjà là. Je peux vous en parler. Par exemple, une réorganisation interne ou l'arrivée d'un nouveau manager ou d'une nouvelle direction. S'il y a un rachat, une fusion, un LBO, peut-être une pression budgétaire. Vous pouvez avoir aussi une perte progressive d'influence ou de responsabilité. Peut-être encore des objectifs irréalistes ou incohérents, des propositions de mobilité interne peu floues ou alors encore des discussions informelles sur votre futur rôle. Pendant 9 mois, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à analyser ces dynamiques, à observer les signaux faibles, à comprendre les intérêts réels de l'entreprise. La négociation s'est finalement conclue par un accord mutuel de séparation avec mon employeur, avec un chèque proche de 6 chiffres. Mais le vrai déclic, ce n'était pas le montant, c'était la réalisation suivante. Si une négociation dépend de fenêtres d'opportunité, alors elle peut être anticipée et structurée, non? Et si elle peut être structurée, on parle de rétro-engineering, elle peut être enseignée. Et la plupart des cadres pensent qu'une négociation de départ commence quand ils parlent à leur RH. Mais c'est faux là aussi. Une négociation commence bien avant la première conversation. Elle commence par l'observation de l'environnement, l'identification des signaux faibles et surtout l'anticipation des changements dans l'organisation. Quand vous sentez le vent tourner, il faut y aller. Et ceux qui subissent en fait les événements entrent en conflit. Ceux qui les anticipent négocient. Donc, si vous sentez que votre cycle dans l'entreprise touche à sa fin, la pire chose à faire est d'attendre passivement ou alors d'agir dans l'urgence. Prenez du recul. Analysez les évolutions stratégiques de votre entreprise, les changements dans votre hiérarchie. La place réelle peut-être aussi que vous occupez dans l'organisation, les signaux faibles autour de votre poste. Et oui, il faut être actif, il faut être moteur. Si vous restez passif, il ne se passera rien. Et très souvent, les signes apparaissent bien avant que la situation ne devienne critique. Mais avant de vous dévoiler pourquoi les négos ne sont pas un compromis 50-50, gagnant-gagnant, le fameux win-win, on ne coupe pas la poire en deux en négo. Si vous êtes cadre et que vous sentez que votre trajectoire de carrière s'essouffle ou que votre direction commence à se réorganiser autour de vous, c'est probablement le bon moment pour partir intelligemment. Une négociation de départ ne doit pas être laissée au hasard. Si vous voulez qu'on vous aide à construire votre stratégie de négociation, étape par étape, prenez un rendez-vous sur rupturepro.com. Les négociations ne sont pas un compromis 50-50. Quand on parle de négociation, la plupart des gens se disent tous la même chose. En fait, il faut trouver un compromis, il faut trouver un terrain d'entente gagnant-gagnant. Et dans l'esprit de beaucoup de cadres, cela veut dire une chose, couper la poire en deux. Et faire 50-50, dans la réalité des négociations de départ, ça ne fonctionne jamais comme ça.
Et comme le dit très bien Chris Voss, qui est un ancien négociateur du FBI dans son bouquin Never Split the Difference, couper la poire en deux, il vous le dit, c'est souvent la mauvaise stratégie. Une bonne négociation ne repose pas sur l'équité. Au début de certaines discussions, on voit souvent le même scénario qui se dessine. L'entreprise améliore légèrement sa proposition initiale, le salarié baisse légèrement ses attentes, voire baisse la garde, chacun a l'impression de faire un effort et on va s'entendre là-dessus. Mais malgré ces concessions, aucun accord n'est trouvé. Pourquoi, vous allez me dire? Et parce qu'en fait, les compromis sont faits au hasard. Ils sont faits au doigt mouillé, sans comprendre les véritables leviers. Et en réalité, dans une négociation, le point d'accord n'est presque jamais au milieu. Il dépend de la force de vos leviers et de votre capacité à les utiliser. Si vous avez identifié les bons leviers et que vous les activez intelligemment, eh bien le compromis peut très bien se situer à 80-20 en votre faveur. A l'inverse, si vous entrez en négociation sans stratégie, eh bien votre interlocuteur peut vous amener progressivement à accepter sa solution. Et dans ce cas, le compromis peut devenir plutôt 20-80 pour vous. Et donc là, vous partirez, si ça se passe bien, au minimum légal. Et vous laisserez un paquet d'argent sur la table. Donc le compromis, dans une négociation, n'est pas un partage équitable en fait de la somme. Non, c'est un point d'équilibre entre deux rapports de force. Celui qui arrive préparé avec des leviers clairs et une stratégie de concession influence fortement ce point d'équilibre. Celui qui improvise, en fait, il laisse l'autre partie le définir. Donc si vous devez négocier votre départ, ne pensez pas en termes 50-50, posez-vous plutôt 3 questions. Quels sont mes véritables leviers? Et je vous parle de leviers, pas seulement de reproches. Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner pour obtenir l'essentiel et à quel moment dois-je faire mes concessions? Et une négociation réussie ne consiste pas à partager la différence, elle consiste à amener l'autre partie à considérer votre solution comme le meilleur compromis possible. Et gardez en tête cette phrase que je répète à chaque fois à mes clients, jamais de concession sans contrepartie. Donc si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Une négociation de départ ne se subit pas, elle se prépare, elle s'anticipe. La préparation, c'est 90% du boulot dans une négociation. Et elle commence bien avant la première conversation. Elle se joue dans les rapports de force internes, dans le timing, dans la hiérarchie, dans les leviers et dans votre capacité à ne pas dévoiler votre jeu trop tôt. La plupart des cadres pensent être bloqués. En réalité, ils entrent simplement dans la discussion sans stratégie. Alors je vous rappelle ce qu'est la stratégie. La stratégie, c'est choisir la montagne que vous allez gravir. Est-ce que vous allez prendre le Mont Blanc? Est-ce que vous allez prendre l'Everest? Est-ce que vous allez prendre l'Aquaconga? On s'en fiche. Choisissez-en un. Et ensuite, les tactiques, ce sont les pas que vous faites pour atteindre le sommet. C'est le plan d'action. Donc si vous avez besoin d'un guide, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. N'hésitez pas. Et si en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit, en fait, je reconnais les signes, mais je ne sais pas encore si je suis réellement prêt à partir. Alors regardez maintenant cette vidéo. Vous vous sentez en fin de cycle de carrière. C'est important de regarder ça. Parce que si vous ne savez pas encore lire correctement ces signaux, vous risquez soit d'attendre indéfiniment, et il ne va rien se passer, soit d'agir trop tôt, et vous allez tomber en démission.